Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'intégration sociale entre assimilation et différenciation. Une intégration, origine, approche et application. L'intérêt suscité dans les sciences sociales pour la question de l'intégration est évidemment immense. Cette question, à la mesure de l'importance des problèmes de recherche et d'action qu'elle soulève, a véritablement engendré un océan de littérature. Le concept d'intégration emprunté, comme beaucoup d'autres, aux sciences de la nature a été approché par les sciences sociales au moyen de différentes méthodes et s'applique à des problématiques telles que la cohésion et la participation sociale. 1.1 Nos sources d'un concept, un détournement de sens. L'intégration est un concept hérité des sciences naturelles par le canal du paradigme organiciste de la sociologie positive et de l'anthropologie classique. En biologie et en écologie, l'intégration correspond à d'ajustements réciproques des éléments constitutifs d'un système vivant, permettant à ce dernier de former un tout équilibré. Rivière, 1977. En physiologie, également, l'action intégrative est la contribution d'organes différents à un fonctionnement global et harmonieux. En ce sens, le phénomène d'intégration est proche de celui de symbiose qui signifie l'association de plusieurs organismes, leur permettant de vivre avec des avantages pour chacun. La symbiose est le point d'équilibre d'une population par l'action réciproque de ses composantes. Pierron, 1979. Les relations qui concourent à l'équilibre symbiotique sont à la fois conflictuelles et convergentes. Les intérêts d'un individu ou d'un groupe essayant de survivre dans une population sont en même temps opposés et complémentaires aux intérêts des autres. Kesteloot, 1990. En psychologie dynamique également, l'intégration correspond à la synthèse de deux pôles opposés et complémentaires. Mais la signification que la sociologie organiciste donnera au concept d'intégration transformera assez vite la notion de réciprocité, qui lui est pourtant consubstantielle, par celle de primauté de l'institution sociale. Quant à la finalisation du phénomène, annoncée en biologie comme une équilibration, elle sera traduite dans les termes d'une normalisation. Cette bifurcation de sens chargera le concept d'une ambiguïté sémantique qui fait ressentir ses effets aujourd'hui encore. L'intégration est un de ces concepts à géométrie variable, comprise différemment d'un commentateur à l'autre mais que l'on peut difficilement abandonner. L'ambiance scientifique du XIXe siècle, responsable de ce détournement de sens, est marquée sur le plan épistémologique, par le courant scientiste qui cherche à enraciner les sciences sociales dans les savoirs physiques et biologiques, considérés comme premiers dans le tableau synoptique des disciplines établi par Acon. Sur le plan sociopolitique, le XIXe siècle voit naître les idéologies nationales. La réflexion en sciences sociales est alors marquée par le souci de recréer une nouvelle cohésion dans un contexte de révolution industrielle et de changement de société. Schnapper, 1991. Les recherches historiques montrent en effet l'interconnexion entre la montée des idéologies nationales et le développement industriel. Ces idéologies proposent une vision déterministe du progrès. La modernité est appelée à remplacer les traditions. Dans cette évolution irrésistible, tout élément réfractaire au progrès est condamné à la marginalisation. Stephens, 1995. Sous l'emprise de ces facteurs historiques, en confondant symbiose avec phagocytose, l'étude de l'intégration s'annonce d'emblée comme l'étude de l'incorporation d'organismes étrangers par une institution, définie comme un système de valeurs et un mode d'organisation sociale. Vassilev, 1992. L'élément entrant est considéré comme un corps exotique mettant en danger l'équilibre de l'institution. La neutralisation de ces différences par rapport aux caractéristiques de l'institution et sa digestion finale constitue l'aboutissement du processus d'intégration tel qu'il est imaginé par la naissante sociologie. Qu'elle soit due, selon la tradition durkheimienne, au rôle des institutions appelées à former l'esprit de citoyenneté, socialisation, ou qu'elle soit due, comme le décrit l'école de Chicago, à l'action des individus ou des groupes dans leur rapport de cohésion aux normes, l'intégration sociale est comprise, à ses origines, comme la transformation du différent en semblable. Schnapper, 1991. Comme, somme toute, une intégration par conformisme, une intégration par assimilation. 1.2 Quatre approches principales.
Les travaux scientifiques qui ont porté sur la question de l'intégration ont privilégié 4 méthodes principales, Landecker, 1951. La démarche spéculative, la première d'entre elles, est de nature philosophique et sémantique. Elle a pour objet la définition du concept d'intégration. Assez paradoxalement, compte tenu de l'hypersensibilité de ce concept au contexte idéologique donnant lieu à d'étonnants mouvements de sens, l'effort d'un examen critique n'est que rarement entrepris par les chercheurs, Piet, 1990. Le travail présent tente par conséquent de privilégier l'examen de diverses approches spéculatives. L'approche la plus courante de la notion d'intégration est sans aucun doute la démarche descriptive. Elle consiste à décrire empiriquement le processus d'intégration d'individus ou de groupes. Cette approche permet de définir, à travers des liens probabilistiques, un catalogue de conditions favorisant ou freinant le processus étudié. La description de l'intégration suppose, bien sûr, une définition préalable de la notion. Cette définition, quand elle est mentionnée, est souvent diffuse. Elle participe d'une théorie implicite de la cohésion sociale largement sous l'emprise du sens commun dans lequel baigne le chercheur. L'identification des facteurs ou des freins à l'intégration a inspiré des programmes de recherche-action ou d'action sociale visant l'intégration de populations minoritaires, marginales ou immigrées, visant des populations jugées peu ou mal intégrées dans la société. C'est l'approche active, interventionniste de l'intégration. La question posée dans ce cadre est: comment réussir l'intégration ? L'approche évaluative, enfin, s'intéresse à l'examen des interventions ou politiques visant à produire l'intégration sociale, comme elle peut également concerner leurs effets directs ou indirects. Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux conséquences d'un niveau d'intégration relativement élevé ou relativement bas. Un niveau satisfaisant d'intégration permet la participation des individus ou des groupes aux enjeux essentiels de la société, et au besoin, permet de contribuer à modifier ces enjeux. Par contre, une absence d'intégration est synonyme d'exclusion. Si l'échec de l'intégration coïncide avec l'abandon de la personnalité originelle, on parlera d'anomie, de marginalisation ou d'aliénation, une absence de maîtrise et d'autonomie personnelle. 1.3 Un concept à usage multiple. Le concept d'intégration s'applique à de nombreux thèmes et champs d'études. Une première distinction concerne les différences entre la psychologie et la sociologie. Ainsi, en psychologie, l'intégration pourrait correspondre à la construction d'une cohésion entre motivations antagoniques. Cette équilibration peut être considérée comme le résultat d'une négociation interne. Quant à la notion d'intégration en sociologie, elle pourrait renvoyer au processus de participation à la construction d'un équilibre entre diversité et unité sociale et culturelle. Que l'on se situe au niveau de l'étude de l'individu ou de l'étude des sociétés, le concept d'intégration s'applique à au moins 3 usages différents, Landecker, 1951, Bobioc, 1994. L'examen de la cohésion interne des systèmes. L'examen de la solidarisation des sous-systèmes. L'examen de la participation d'éléments nouveaux. Cette multiplicité d'utilisations possibles pour un seul concept n'est pas la moindre des difficultés liées à son étude. Ceci sans compter les confusions fréquentes entre le concept d'intégration et des notions voisines telles qu'insertion, adaptation, inclusion, etc. Une difficulté terminologique supplémentaire provient du fait que chacun de ces mots désigne à la fois un processus et son résultat. Historiquement, le concept d'intégration s'applique d'abord à l'étude de la cohérence interne d'un système social ou culturel, autrement dit, à l'étude de l'ajustement les uns avec les autres, des règles particulières, des normes sociales ou des traits culturels. Les premières thèses ayant prévalu dans ce domaine soutiennent qu'un système socioculturel est censé évoluer d'un état diffus, anthropique, vers un état plus concentré et ordonné. Selon B. Malinowski, par exemple, tout élément contribuant à un ensemble culturel remplit une fonction indispensable. En vertu de cette nécessité, son intégration dans une logique d'ensemble s'avère inéluctable. Mais cette interprétation intégriste de l'intégration a été mise en cause en raison de son incapacité à rendre compte de l'existence dans une culture d'éléments déviants, dissonants et apparemment sans fonctionnalité immédiate, Lestag et Surkin, 1996. De plus,
Pareille vue impose un modèle de changement culturel uniquement guidé par une logique endogène de cohésion et d'adaptation fonctionnelle, sans laisser de place aux influences exogènes. La deuxième application du concept d'intégration en sciences sociales concerne l'étude des phénomènes de solidarisation de groupes différents, en vue d'une complémentarité. On pourrait parler, en d'autres termes, de l'harmonie ou de l'équilibre entre les sous-systèmes d'une société. Pour Durkheim, par exemple, la solidarité ou la possibilité de coopérer efficacement est l'indicateur par excellence de l'intégration sociale. La psychologie sociale américaine a défini l'intégration sociale comme, d'une part, la conformité aux normes, intégration normative, et d'autre part, l'efficacité de l'interdépendance socio-économique, intégration communicative et fonctionnelle, coordination des institutions. Selon T. Parsons, enfin, la fonction intégrative permet à une société, conçue comme un système ouvert, de conserver un équilibre autorégulatif ou homéostatique, alors que ses composantes poursuivent leur propre évolution. Rivière, 1977. La troisième et dernière application de la notion d'intégration a trait à la participation d'éléments nouveaux ou différents dans un ensemble déjà constitué. Dans cette acception, la notion d'intégration renvoie à la gestion du changement, de la diversification et de la complexification sociale. Cette application de la notion d'intégration innove par rapport aux deux autres déjà évoquées. Elle permet d'envisager non plus seulement les phénomènes d'évolution, mais également les processus de rencontre et de diffusion culturelle. Sont étudiées non plus uniquement les conditions déterministes de la cohésion mais aussi les conflits, les dissonances et la construction de synthèses nouvelles. L'intégration d'éléments nouveaux peut se concevoir tant à un niveau global et historique, la rencontre entre civilisations, qu'à un niveau plus spécifiquement individuel ou socio-cognitif, intégration de faits inédits dans un système personnel de représentation ou de croyance, intégration par connexion. L'édification ou l'ouverture de lieux de culte différents des institutions normalisées peuvent par exemple modifier les perceptions d'une population culturellement monocultuelle. L'intégration de la mosquée, du temple hindouiste, de la synagogue ou de l'église au sein de la société vient modifier les représentations que les individus ont construites depuis des années autour de la religion dominante. Ainsi, la question de l'intégration se pose-t-elle à propos de la présence dans une société de personnes étrangères et de leur descendance. Dans pareil cas, le processus initiateur de l'intégration est généralement appelé acculturation. Elle procède souvent par la flexion dialectique de valeurs et de traits culturels anciens selon des contextes et besoins nouveaux, intégration adaptative, ou par la compensation d'un trait altéré au moyen du renforcement de l'intégrité d'autres, intégration régulative. L'acculturation correspond ainsi au processus d'équilibration des tendances à la différenciation et des tendances à l'assimilation. 2. Les philosophies de l'intégration. Globalement, on peut identifier trois philosophies de l'intégration. La philosophie normativiste, la philosophie conflictualiste et la philosophie constructiviste. Il faut d'emblée admettre que cette tentative de schématisation peut paraître réductrice ou arbitraire. En effet, malgré certains écarts chronologiques, les conceptions nommées entretiennent entre elles des rapports complexes d'opposition, de succession et de superposition. Toutefois, des travaux récents proposant une synthèse de la littérature à propos de l'intégration des populations immigrées en Grande-Bretagne, la Peroni, 1993, et en Allemagne, Tosun, 1993, arrivent également à une analyse en trois étapes des conceptions de l'intégration développées dans ces pays. Ces vagues spéculatives, intégration normative, intégration pluraliste, intégration interactive, présentent une nomenclature et des contenus proches de ceux développés ici. Si le travail présent n'envisage de se focaliser que sur la question de l'intégration sociale, on constatera que de nombreux auteurs, Furter, 1983, Van Hacht, 1991, Dubar, 1991, ayant retracé le déploiement des champs relativement proches, l'éducation scolaire, la formation professionnelle, le développement socio-économique local, aboutissent également à la même trilogie des courants de pensée, où se succèdent et se superposent les conceptions normatives, conflictualistes et constructivistes, ces dernières, en devenir, ouvrant sur de nouvelles possibilités d'approfondissement.
Chacune des philosophies retenues dans la présente tentative de synthèse prend sa source dans un contexte socio-historique précis et reflète une idéologie sous-jacente de l'homme et de la société. La proposition de classification des idées à propos de l'intégration n'a d'autre ambition que de permettre la définition relative, les unes par rapport aux autres, des recherches et des théories en l'absence de tout repère absolu. La démarche adoptée dans le présent travail procède ainsi par l'articulation de multiples points de vue dans un tableau de synthèse. Si le point de vue proposé aide le lecteur à s'orienter dans ce qui apparaît être, avec sans doute, la question de l'identité, un des carrefours théoriques les plus centraux des sciences sociales contemporaines, ce travail aura touché son but. On peut cependant se poser la question: pourquoi avoir investi une notion idéologiquement si chargée, alors que d'autres concepts plus scientifiques auraient pu être utilisés? Il est vrai que nombre de chercheurs évitent ce terme aux nombreux inconvénients. Bobioc, 1994. S'intégrer ne semble pas non plus appartenir au vocabulaire habituel des personnes immigrées ou des jeunes issus de l'immigration, car ce terme leur impose le plus souvent un rôle déprécié. Mais peut-on pour autant faire l'économie d'un examen critique de cette notion? N'est-elle pas courante dans le langage des observateurs, des décideurs et des intervenants sociaux? Une clarification conceptuelle est dès lors nécessaire non seulement pour une meilleure compréhension, mais également pour une gestion plus positive des réalités. Costa-Lascaux, 1996. Cette tentative doit enfin contribuer aussi à éclairer les rapports qu'entretient le concept d'intégration avec de nombreuses notions voisines. 2.1 La vague normativiste, le sens commun de l'intégration. L'examen de la littérature montre que, peu avant la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la finalisation d'une perspective normativiste en matière d'intégration s'inscrivant dans la tradition sociologique durkheimienne, qui définit la notion comme étant le degré de conformité aux normes collectives majoritaires, Lescarret et Philippe Asdich 1995. Cette ancienne théorisation est relativement mal connue d'un large public de professionnels travaillant dans le domaine de l'intégration sociale, alors qu'elle semble constituer, encore aujourd'hui, le fondement tacite d'un certain sens commun de l'intégration. 2.1.1 L'universalisme de Durkheim, une source pour la philosophie normativiste. Pour bien comprendre la portée historique de la pensée durkheimienne, il faut la situer dans le contexte sociopolitique du début du XXe siècle. Celui-ci est notamment marqué par le sentiment que l'unité de la nation française est mise en cause par l'immigration, pourtant nécessaire au démarrage industriel et drainée par la colonisation ou les mouvements de réfugiés. L'approche sociopolitique de Durkheim n'intervient que de manière indirecte dans ce débat, mais elle permet à certains d'avancer des arguments importants pour appuyer la thèse de la faisabilité de l'intégration des étrangers face à ses contradicteurs, les héritiers de certaines thèses raciologiques, qui en proclament l'impossibilité naturelle. Beau et Noiriel, 1991. La raciologie française des XVIIIe et XIXe siècles opposait en effet les généreux, qui pensaient que les sauvages pourraient s'assimiler aux civilisés, aux peureux, tenant de la thèse de l'impossible transformation et donc du rejet des colonisés, et aux véreux, pensant que l'éducation des esclaves noirs serait contre-productive. Confère. Bossio, 1993, Ancel, 1996. Selon Durkheim, en revanche, les valeurs françaises sont universelles, leur acquisition ne peut être que souhaitée et elles peuvent être transmises par l'éducation. Une société qui ne peut garantir sa cohésion interne est menacée par l'anomie. Le destin des immigrants est donc intimement lié à l'évolution générale de la société moderne, française. L'approfondissement de l'intégration est empiriquement observable dans le remplacement, à travers différents processus progressifs, des solidarités mécaniques, familiales, communautaires, particulières, par des solidarités organiques, institutionnelles et générales. Le moment clé de l'intégration durkheimienne est, dès lors, la seconde génération issue de l'immigration, présentée comme une table rase culturelle, dont l'intégration à la nation française peut s'obtenir au moyen d'un effort d'éducation et de mesures sociopolitiques ad hoc telles que, par exemple, l'accès à la nationalité française, la syndicalisation, etc. Beau et Noiriel, 1991. Le renvoi des spécificités culturelles et religieuses des migrants, comme de celles des entités régionales ou minoritaires constituant la France,
à la sphère strictement privée, au nom de l'appartenance à une nation aux aspirations universelles, produit, dans les faits, le laminage des identités originelles, Ancel 1996. Ce renvoi ne permet pas de penser l'autonomie des groupes primaires, de déterminer leurs apports à la culture française, ou encore de définir leur rôle dans les processus de résistance ou de reproduction culturelle. À cette époque, on demande aux migrants d'origine italienne d'abandonner leur langue maternelle et leurs habitudes culinaires afin d'intégrer davantage le pays d'accueil. La philosophie de l'intégration prônée ici est prototypique de la vague normativiste. Elle vise le façonnage des populations par les institutions, scolaires, administratives, militaires, en vue d'une assimilation sans réserve au fond des valeurs françaises. Celles-ci sont considérées comme étant indépendantes des groupes qui les véhiculent, Castoriano, 1991. 2.1.2 École de Chicago. Nouvelles approches de l'évolutionnisme social. L'entre-deux-guerres voit la naissance, aux États-Unis, d'une activité intellectuelle nouvelle ayant pour objectif de rénover la manière de penser le changement social, alors largement dominée par l'évolutionnisme classique, mécanique et unilinéaire. Cette activité donnera lieu à des travaux sociologiques devenus célèbres, comme le paysan polonais s'interrogeant sur l'évolution identitaire des groupes composant l'Amérique, étude de l'américanisation, mais aussi à l'émergence de travaux d'ethnologues s'intéressant au processus d'urbanisation parmi les communautés rurales. 2.1.2.1 Le paysan polonais, œuvre annonciatrice de l'école de Chicago, issue de la collaboration de W. I. Thomas et F. Zonaniecki, The Polish Peasant in Europe and America, 1918 à 1920, étudie les migrants polonais avant, pendant et après leur départ pour les États-Unis. Les auteurs ont mis en œuvre dans ce travail des méthodes de recherche neuves pour l'époque, telles que l'analyse qualitative de récits oraux ou l'étude d'un matériel écrit, presse, autobiographie, courrier privé. Cette approche particulière a permis, sans doute pour la première fois à cette échelle, d'intégrer aux données externes et objectives l'interprétation subjective que donnent les immigrants polonais de leur expérience d'adaptation sociale. Il fut alors possible de concevoir certains liens entre changement social et changement des identités, Bastenier et D'Aceto, 1993. Le travail de Thomas et Zonaniecki insiste sur les antagonismes déstructurants entre la société quittée, traditionnelle et rurale, et celle rejointe, moderne, urbaine et industrielle. L'étude met particulièrement en lumière l'importance, en terre d'accueil, de la vie communautaire immigrée et du rôle joué dans cette vie par les leaders d'opinion. Ce phénomène de groupe contribue, dans un premier temps, à l'isolement des communautés immigrées, sans réelle prise sur la société d'accueil. Cette solidarité communautaire semble cependant permettre aux migrants de conserver un certain équilibre psychique, dans un processus de changement de personnalité par lequel ils sont happés malgré eux. Dans ce processus, c'est le lien économique avec la société d'accueil qui joue le rôle prépondérant. Sans une transition socioculturelle qu'adoucit la solidarité communautaire, l'adoption progressive du mode de vie nord-américain, éventuellement conjuguée à des survivances de la vie rurale polonaise, peut être compromise. L'immigrant risque alors de se marginaliser, Bastenier et D'Aceto, 1993. De nombreuses recherches ont ainsi pu noter plus tard que la migration en chaîne peut favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, Bobiok, 1994, page 19. Le mérite du paysan polonais est d'avoir d'emblée relevé certains problèmes importants de la théorie évolutionniste de l'intégration qui se traduit dans les termes d'une inéluctable assimilation à la norme dominante. L'intuition de Thomas et Zonaniecki est bien d'avoir ressenti qu'une communauté issue de l'immigration soit un groupe indissociablement d'origine et d'accueil, reflétant l'expression de fragments de la culture de là-bas insérés dans la société d'ici. Cette communauté est un espace-temps permettant à terme à ses membres de s'assimiler, Beau et Noiriel, 1991. Mais malgré ces constats, l'œuvre ne révolutionne guère la manière de penser l'intégration de populations immigrées ou issues de l'immigration. Le pronostic de Thomas et Zonaniecki est même assez pessimiste en ce qui concerne la première génération, condamnée à l'isolement. Ce n'est qu'après plusieurs générations nées dans le pays d'accueil que l'on peut parler d'une intégration qui se concrétise dans les termes d'une américanisation. L'importance des comportements de conservation culturelle est pointée mais minimisée.
Ces comportements sont soit cantonnés dans une période limitée, suivant immédiatement l'immigration, la vie communautaire de la première génération, soit conçus comme des réalités peu substantielles, impuissance des communautés culturelles, survivance folklorique. Si la possibilité de la transformation de la société d'accueil par les apports des immigrants est bien évoquée dans l'étude, Thomas et Znanicki parlent de la réconciliation des héritages, souvenirs et histoires propres. L'issue de l'évolution semble être l'assimilation à la norme, anglo-conformité. 2.1.2.2 L'étude du folk urban continuum, de la tradition à la modernité, l'étude du changement culturel lors des mouvements internationaux de migration, est complétée par d'autres recherches sur la transformation du sujet traditionnel en individu moderne. Les premières études dans ce domaine remontent à R. Redfield, anthropologue de l'Université de Chicago, qui combine les lignes directrices d'un fonctionnalisme évolutionniste avec une approche plus holistique, en les appliquant aux communautés rurales de la grande périphérie de Mexico. Une des études de Redfield, Tepoztlán, à Mexican Village, 1930, marque le début d'un intérêt soutenu pour la Peasant Society, une communauté rurale définissable par son traditionnalisme mais sur laquelle ne manque pas de peser l'influence économique et sociale de la ville. C'est ce que Redfield a appelé le folk urban continuum. Il s'agit d'une tentative de modélisation du changement social sur une base linéaire et bipolaire où la ville, où vivent les ladinos hispanisés et qui ont des coutumes européennes, est opposée à la campagne, où sont installés les indios qui parlent une langue indigène et ont des coutumes indiennes. Dertefelt, 1991. Redfield remarque, parmi les groupes de campagnards, la prépondérance des rapports sociaux directs et personnels, des relations de parenté, de l'appartenance, des conduites rituelles, du religieux, des identités et statuts assignés, du partage codifié, du contrôle social, de la vie communautaire, de l'homogénéité culturelle, mais ces petites communautés traditionnelles à la lisière des apostrophes. Une grande ville en pleine expansion économique, vivent aussi une relation de dépendance par rapport à une métropole moderne, qui leur impose des modèles de comportement opposés, novateurs, concurrents, voire destructeurs. L'hétérogénéité culturelle, la prépondérance de l'individu, une communication impersonnelle et anonyme, l'importance des identités et statuts acquis, la valorisation du progrès, la sécularisation, la rupture rationalité-subjectivité, l'écrit, le marchandage des valeurs, la réciprocité des intérêts. Le terme Peasant Society introduit la distinction rural-urbain dans une dimension économique. Les paysans ne sont pas simplement agriculteurs, personnages exotiques, gardiens de la tradition. Ce sont surtout des travailleurs qui produisent pour un marché régi par l'offre et la demande, dont les effets sur la vie quotidienne sont aussi immédiats que concrets. Dertefelt, 1991. Sur fond de domination économique, le changement social suit, selon Redfield, une évolution linéaire inéluctable qui tend vers la modernisation. L'auteur rejoint ainsi les conclusions d'autres ayant étudié dans les sociétés industrielles nord-américaines, les groupes immigrés enclavés plus ou moins marginalisés. Toutefois, les analyses actuelles, à la différence des approches classiques comme celles présentées ici, tentent d'articuler les notions de tradition et de modernité plus qu'elles ne les opposent. Il existe une continuité entre les conduites traditionnelles et modernes. Des exemples de pré-modernité dans les structures sociales actuelles et des exemples de modernité dans les institutions traditionnelles montrent le caractère complexe des relations entre ces notions. Ainsi, l'émergence contiguë d'une tendance à la construction de super-identités fédératrices, mondialisation, européanisation, et d'une tendance à l'éclatement des identités culturelles, régionales, locales, témoigne de la combinaison des modèles modernes et traditionnels, au sein d'une société postmoderne. Camilleri 1991, Dertefelt 1991, Triandi 1994, Guvench 1995. 2.1.2.3 RE Park, la mobilité sociale et les paliers de l'intégration. Le nom de RE Park est généralement associé à l'émergence proprement dite de ce qu'il est convenu d'appeler l'école de Chicago. On peut définir le thème principal de l'auteur de l'article intitulé « Human Migration and the Marginal Man » 1928, comme l'étude de la contribution de sous-groupes diversifiés à l'unité sociale de l'ensemble. D'un point de vue opérationnel, Park s'est intéressé à la mobilité sociale des personnes, immigrants récents ou noirs américains,
issus des couches subalternes de la société. Le but de ces travaux étant la définition de politiques d'intervention afin de favoriser l'intégration ou la cohésion sociale et de réguler pacifiquement les relations interraciales. Selon Park, la mobilité sociale ascensionnelle est un changement fonctionnel de position dans la société. Elle peut être individuelle ou collective, et s'étendre sur plusieurs générations. La mobilité sociale est le véritable principe régulateur, qui permet à la société dans son ensemble, et pas seulement aux groupes immigrés ou issus de l'immigration, de tendre vers une cohésion, par le haut. La mobilité sociale est un des thèmes centraux de la sociologie américaine de la première moitié du siècle. H. Hyman, 1957, en dresse le bilan non sans y intégrer les apports des sciences voisines, telles que la psychologie sociale. Selon l'auteur, l'explication de la mobilité sociale réside dans le dépassement des pressions socio-économiques déterministes par l'effet de l'action individuelle ou groupale. La capacité à différer les satisfactions, l'endurance face à la frustration, l'importance accordée à l'éducation scolaire, la motivation pour le progrès, l'esprit d'entreprise, la valeur attribuée au travail et enfin, la confiance en soi apparaissent comme étant les facteurs psychosociologiques susceptibles d'intervenir dans les possibilités de mobilité ascensionnelle. Aussi, les systèmes de croyances et de valeurs des classes défavorisées sont considérés comme pouvant diminuer la portée des actions volontaires pour l'amélioration des conditions de vie. Les rares cas de réussite contre toute attente sont ainsi expliqués par l'exploitation de niches socio-économiques spécifiques telles que le sport, la musique ou encore certains secteurs commerciaux. Dans la conception de Park, la mobilité sociale est également rendue par l'idée de la rupture avec le milieu d'origine et de l'adoption des normes ayant cours dans les couches dominantes de la société. Dans les communautés immigrées, ce niveau d'assimilation est atteint à l'issue d'une évolution lente et progressive, s'étendant sur plusieurs générations. Elle est schématisée par 4 paliers successifs définissant autant de types de relations entre les races et ou les couches sociales, Beau et Noiriel, 1991, Bastenier et D'Aceto, 1993, Laperoni, 1993. Le premier palier de l'intégration des migrants, et donc le premier palier de rencontre entre races, est la compétition intercommunautaire. Celle-ci sévit sur différents marchés, logement, travail, scolarité, aide sociale, contingente la vie quotidienne et détermine la distribution sociale, géographique, sectorielle, etc. des migrants. Le deuxième palier décrit par Park est le conflit intercommunautaire. Il s'agit d'une étape plus consciente. Des frustrations, liées à la position défavorable des migrants sur divers marchés, peuvent naître des revendications à caractère politique. En effet, les règles de ces marchés sont fixées unilatéralement. Face à cette situation de domination, on peut assister à une ébauche d'organisation dans le groupe immigré, associations, amicales, églises, institutions de solidarité. À l'issue du conflit, le groupe immigré traverse une période de transition qui lui permet de s'adapter à la nouvelle donne, c'est le palier de l'accommodation. En général, cette phase se traduit par l'annulation des différences à travers le conflit, afin de tendre vers un bénéfice social donné, ce qui ne manque pas de faire surgir d'autres conflits portant sur d'autres objets. Tout se passe comme si la ressemblance avec les puissants était un préalable nécessaire au partage du pouvoir. Ainsi, de conflits successifs en accommodation partielle, le groupe migrant finit par s'assimiler totalement. Le palier de l'assimilation est l'étape ultime de l'intégration. C'est également l'étape la plus spécifiquement psychologique. Elle concerne l'individu et ses fonctions identitaires, sentiments, mémoire, attitudes. D'aucuns Bastenier et D'Aceto, 1990, ont voulu voir dans la phase parkienne de l'accommodation une sorte d'accord partiel de cohabitation, suite à l'épuisement de la force conflictuelle des acteurs en présence. Mais cette vision pluriculturaliste héritée de l'histoire des religions semble éloignée des conceptions de Park. Est-il par ailleurs possible de lire l'étape de l'assimilation comme une co-inclusion, un processus d'interpénétration à travers lequel les groupes culturels acquièrent les traits culturels des autres? Si certaines tentatives de réactualisation de la pensée de Park le suggèrent, Bastenier et D'Aceto, 1990-1994, il ne faut pas oublier que dans un ouvrage tardif, Park, 1950, envisage lui-même cet état fusionnel comme irréalisable et intolérable par les acteurs sociaux. Selon le fondateur de l'école de Chicago,
la participation aux traditions de deux peuples différents engendre la marginalité. L'assimilation et l'acquisition des modes collectifs de comportement, de communication, etc., de façon à ce que l'étranger devienne invisible. Margé, 1994. D'après Park, près de 3 générations sont nécessaires pour atteindre un tel résultat à cause non seulement de sa complexité mais aussi de la tendance à résister des migrants, ou des personnes issues des minorités raciales. Mais si les options permettant de tendre vers une assimilation à plus ou moins court terme ne sont pas prises, la communauté immigrée ou une de ses composantes peuvent s'enfermer dans des attitudes d'isolement telles par exemple la constitution durable de ghettos. Les disciples de Park ont étudié ce phénomène sous ses nombreuses facettes. L'intégration de Park n'est certes pas une évolution linéaire. Cependant, elle mène vers une inexorable assimilation à la vie américaine avec ses leitmotifs d'individualisme, de compétition et de liberté. Sans une nécessaire rupture avec la culture traditionnelle du groupe d'origine, jugée collectiviste et contraignante, le risque est grand de tomber dans une situation de dysfonctionnement par laquelle Park explique les phénomènes de déviance ou de psychopathologie rencontrés parmi le public migrant ou minoritaire. Cette opposition tranchée entre collectivisme et individualisme qui n'est pas dénuée de fondements empiriques, est annonciateur d'apports plus récents, Triandi, 1994. Ce point de vue reste cependant teinté de darwinisme social. Il ne tient pas compte des déséquilibres socio-économiques qui affectent la vie des communautés. Kesteloot, 1990, Laperoni, 1993. Les valeurs en présence, tant du côté du pays recevant l'immigration que du côté du groupe migrant, sont considérées comme des entités données, générales, inaltérables et surtout incompatibles les unes avec les autres. Elles sont du reste hiérarchisées, les valeurs américaines apparaissant comme les plus souhaitables. La théorie de l'intégration qu'aura inspiré Park et à sa suite l'école de Chicago, dans son ensemble, s'inscrit clairement dans le courant normativiste. L'intégration est l'intériorisation par l'individu issu d'une minorité des normes de la société générale. Par voie de conséquence, l'intégration nécessite la perte des traits distinctifs. La désocialisation et la résocialisation de l'individu migrant vise à aplanir ces différences par rapport à la société d'accueil, Illy, 1994. Ce point de vue semble par ailleurs participer à la mise en place, au début du XXe siècle, des structures capitalistes modernes de l'économie consumériste, dans une région, le nord-est des États-Unis, recevant beaucoup de travailleurs immigrés, La Vigne, 1987. 2.1.2.4 Conclusion. La théorie proposée par Park a le mérite d'introduire le concept du conflit, pressenti comme un principe régulateur, Beau et Noiriel, 1991. De plus, par son approche de l'organisation informelle et spontanée des communautés immigrées, l'école de Chicago souligne l'importance du rôle sociopolitique de l'acteur, individuel ou collectif, Castoriano, 1991. Par contre, la question de l'influence des institutions d'accueil, favorisant ou freinant l'intégration, n'est que peu posée. L'école de Chicago a su intégrer dans son argumentation des éléments tels que la création par les migrants d'une vie associative. Ce type d'éléments sont voués à une fonction de suspension permettant à terme d'épouser le point de vue dominant et de consolider ainsi la cohésion sociale générale, Laperoni, 1993. Il faut reconnaître un aspect artificiel à cette interprétation. En effet, malgré le caractère novateur pour l'époque, de l'explication qu'apporte Park au comportement de conservation culturelle parmi les migrants, cette interprétation ne semble pas encore suffisamment tenir compte de la signification de ces attitudes aux yeux des acteurs qui les adoptent. Les faits considérés pour eux-mêmes semblent arrachés à leur cadre tant global que subjectif, d'Ertefeld, 1991. Érigée par des intellectuels philanthropes dans un cadre de croissance économique, la pensée de l'école de Chicago tente avant tout d'affirmer, contre les tenants des thèses racistes, l'assimilabilité à la vie américaine et à l'économie de marché des travailleurs noirs et migrants. L'indifférenciation de l'autre devant, à terme, atténuer les attitudes xénophobes dans le chef des membres de la classe dominante, Beau et Noiriel, 1991. 2.1.3 L'intégration dans la seconde moitié du XXe siècle. Certains courants de la psychologie sociale et de la sociologie anglo-saxonne des années 50-60
ont amené des apports complémentaires par rapport aux travaux de l'école de Chicago, même si différentes approches ont pu interpréter diversement les enseignements de cette école. Lors de cette période d'après-guerre, le concept d'intégration a été davantage affiné. Ainsi, à côté de l'approche classique en termes de conformité aux normes, d'autres formes d'intégration ont été décrites et étudiées. La solidarisation des institutions, par exemple, figure parmi ces aspects. Elle est traduite en termes d'intégration fonctionnelle, apprentissage et pratique de la langue du pays d'accueil, accès au marché de l'emploi, etc. Les méthodes scientifiques se sont également diversifiées au cours de cette période. En contraste avec la méthode qualitative et ethnologique des sociologues de Chicago, les chercheurs de New York innovent en recourant à de larges sondages d'opinion et au traitement statistique, Merton. 2.1.3.1 Parsons, l'assimilation ou l'anomie? L'apport conceptuel décisif pour l'époque envisagée est dû à Parsons qui donnera à la philosophie normativiste de l'intégration sa forme finalisée. C'est que l'œuvre de Talcott Parsons permet d'entrevoir l'interaction systémique entre acteurs sociaux dans un rapport d'intégration. Rivière, 1977. Selon Parsons, dont l'œuvre s'interroge en permanence sur les rapports entre individus et groupes, la fonction intégrative permet à une société, conçue comme un système, de conserver un équilibre alors que ses membres poursuivent leur évolution autonome. Mais il n'est pas pour autant envisagé de remettre en question la normativité de la théorie de l'intégration et de la cohésion sociale. Parsons définit l'intégration comme conformité aux normes collectives, comme assimilation à la majorité. Lescarré et Philippe Asdich 1995. D'autres auteurs ont pu, dans cette même veine, approfondir l'étude descriptive des processus d'assimilation, même s'ils restent très extérieurs aux communautés étudiées. Gordon, 1964, sera un des chercheurs les plus systématiques dans la tentative d'opérationnalisation du processus d'assimilation. Selon Gordon, l'assimilation, concept emprunté à la biologie, l'assimilation correspond à la phase finale du cycle digestif et l'aboutissement d'une évolution progressive en 7 étapes. La première est culturelle. Elle permet à l'individu migrant d'adopter superficiellement le mode de vie du pays d'accueil. La deuxième étape est l'assimilation structurelle, qui s'actualise par l'insertion dans les organismes du pays d'accueil. La troisième étape est l'assimilation conjugale. C'est le temps des mariages mixtes, amalgamation. La quatrième étape est identificatoire. Le sujet commence à s'identifier au pays d'accueil et à ses institutions. La cinquième étape est pacificatrice. Elle correspond à la résorption de toute hostilité de la part de l'immigré envers le pays d'accueil. La sixième étape est unificatrice. Disparition de toute action de discrimination envers l'immigré. Enfin, la septième étape ultime, est l'assimilation civique. L'individu s'insère dans la vie politique indigène et abandonne toute activité de type ethnie. Un autre schéma d'assimilation, assez comparable au premier, est proposé par Zimmer en 1970. Cet auteur parle d'intégration plutôt que d'assimilation. Mais la réalité désignée reste rigoureusement la même. Une conception normative selon laquelle l'ancienne identité est abandonnée par l'immigrant au profit d'une nouvelle. Selon Zimmer, l'intégration des migrants passe par un certain nombre d'étapes ressemblant aux étapes de Gordon. La première des étapes de Zimmer est celle de l'abandon des indices extérieurs de différence. La participation à une vie publique non ethnique marque la deuxième étape, etc. Enfin, le processus d'intégration semble achevé par l'accession à des responsabilités conférées par la société d'accueil. Dans un tel cadre, l'analyse du fait migratoire devient l'étude d'un entre-deux. Ces descriptions plus ou moins précises sont sans doute le reflet d'une modélisation générale. Mais on est en droit de se demander ce qu'elles peuvent bien valoir, confrontées à la réalité sinueuse des parcours concrets d'intégration. Par ailleurs, leur parti pris normativiste est clair. Les modalités collectives de l'intégration, rôle et apport des solidarités communautaires sont scotomisés. Les rôles facilitateurs ou non des institutions et des réalités du pays d'accueil sont également peu développés. La responsabilité de l'intégration ou de son échec, marginalisation, autoségrégation, appartient à l'individu migrant, le cadre assimilant, la société d'accueil, ne souffrant d'aucune altération. En outre,
aucune situation finale autre que l'assimilation ou la marginalisation n'est envisageable. Von zur Mühlen, 1982. Le scénario de l'intégration par assimilation subsiste encore, notamment, à travers les recherches empiriques d'une certaine sociologie économique particulièrement active aux États-Unis, Porte, 1995. Cette école s'interroge essentiellement sur la New Assimilation. Elle tente de décrire, d'évaluer et d'articuler, dans le cadre d'une théorie différenciée de l'assimilation, segmented assimilation américanisation, les rôles des réseaux ethniques, ethnic and kinship relations, et de l'entreprise commerciale de type communautaire, ethnic business, Porte, 1995 Fernandez Kelly et Schnuffler, 1995 I. Searchman, 1995. Dans un registre actif et évaluatif, la philosophie normativiste de l'intégration sociale a inspiré des typologies de déviance, Merton, 1965, Cohen, 1966. Dans ce cadre, Parsons et Merton ont défini l'anomie comme un défaut d'intégration. L'anomie procède d'une impossibilité de faire correspondre les procédures intégratives promulguées par les institutions au but choisi par la personne. De là naît une tension interne à l'individu, tension qui peut déboucher sur la déviance ou la pathologie. L'anomie peut aussi provenir de vices inhérents au système social dans son ensemble. Celui-ci peut en effet rendre éprouvant le respect de ses propres règles, par exemple. Le paradoxe raciste, confère. Bobiok, 1994. L'anomie est en somme le contraire de l'aptitude d'une société à maintenir les aspirations et les normes, dans un certain équilibre. Elle correspond à ce que l'on pourra appeler l'intégration négative, Bobiok, 1994. La double focalisation, à la fois psychologique, tension interne et sociologique, équilibre social, de l'approche de Parsons est parmi les aspects intéressants à relever, même si cela ne manque pas de raviver les débats d'école entre les deux disciplines, Dubar, 1991, page 17. Les conceptions de Parsons qui valorisent le consensus social, contribuent aujourd'hui à la formation d'une théorie implicite de l'intégration partagée tant par la majeure partie de l'opinion publique des pays occidentaux, récepteurs de main-d'œuvre immigrée, que par bon nombre de décideurs et certains chercheurs. Toute conduite qui ne s'élabore pas en vue de contribuer à la cohésion sociale risque de conduire à l'anomie. Les comportements non conformes sont ainsi pathologisés ou à tout le moins jugés comme pathogènes. Cette conception conformiste entraîne d'importantes conséquences tant sociales que politiques. 2.1.3.2 Issues politiques et pratiques. Aux origines de ce type de préoccupation, certains responsables américains ont proposé, dès l'aube des années 60, une batterie de mesures socio-éducatives compensatoires visant à rendre effective l'adéquation précoce de l'individu présumé inadapté par rapport aux attentes des institutions sociales ou éducatives. L'objectif de ces interventions est de compenser les manques ou le handicap socio-culturel d'une population défavorisée par un apport de type instrumental. Cette approche technique organise l'intervention de façon hiérarchique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.